et bienvenue sur notre podcast Go for a Break, le podcast qui prend le temps de s'arrêter pour discuter de valeurs et de marques qui nous tiennent à cœur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas de la boutique Etika. Salut Nicolas. Salut Kevin, ça va? Ça va très bien. Merci de ton temps, merci de venir pour cette vidéo. Est-ce que tu peux déjà te présenter? Alors certains sûrement à Nantes te connaissent, mais est-ce que tu peux te présenter ton parcours? Ouais, donc moi je m'appelle Nicolas, j'ai très bientôt 25 ans. Et avec mon associé Luc, on a fondé Etika il y a maintenant 1 an. Personnellement, mon parcours, c'est que j'ai suivi un parcours d'études assez classique, on va dire. J'ai été jusqu'à l'université, j'ai fait une licence en logistique industrielle. Et puis après, j'ai arrêté mes études et voilà, je suis rentré dans le milieu du travail. J'ai commencé à travailler dans l'industrie automobile, puis dans l'industrie aéronautique. Et pour le parcours de mon associé, que j'ai un petit peu présenté aussi, qui est Luc, il a suivi un parcours qui est DUT licence en logistique industrielle aussi, puis un master en supply chain dans le nord de la France. Et ensuite, il a migré justement vers Nantes pour des raisons professionnelles, pour lui aussi travailler dans l'industrie aéronautique. Voilà. Et donc, comment on passe d'études qui n'ont rien à voir avec le milieu du B2B, le milieu des magasins, à créer sa boutique de prêt-à-porter, de mode éthique? Ouais, c'est assez marrant parce qu'en fait avec Luc on s'est retrouvés à travailler dans le même service et puis on est devenus très, très amis et tout. Et on s'est rendu compte qu'on avait des valeurs hyper communes et tout. Et tous les deux on était très portés vers le bio, l'environnement. On avait entamé la démarche de devenir végétarien. Et du coup, on se posait vraiment la question d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on faisait dans ce travail, pourquoi on se levait tous les jours. En fait, tous les deux, on trouvait pas trop de sens à notre activité. Le fait d'aider, de participer à la production d'avions qui sont très polluants, alors même s'il en faut, j'en suis assez conscient, mais ça correspondait plus à l'état d'esprit qu'on avait à ce moment-là, à la tournure qu'on voulait donner à nos carrières et tout. Et puis on avait très envie d'entreprendre, d'essayer un projet d'entrepreneuriat. Et on s'est dit pourquoi pas faire un magasin, même si c'est pas la première idée qu'on a eue, mais c'était quoi le premier mais c'était la dernière. La première, en fait, on avait été très inspiré par un concept à Saint-Herblain qui s'appelle la fabrique à vrac. Et c'est un drive de produits alimentaires en vrac. Et ça nous bottait, si je peux utiliser ça nous bottait vraiment bien de dupliquer ce concept en fait tout simplement ailleurs sur la métropole de Nantes. Parce qu'on voyait, on estimait que le potentiel était énorme. Nous on faisait nos courses en vrac et on voyait vraiment cette façon de faire vraiment devenir très présente dans le quotidien des gens. Et finalement on s'est très vite rendu compte que le marché était quand même très limité, notamment sur un drive, et surtout il était hyper concurrentiel, quoi. On avait déjà, il y avait un nombre d'épiceries bio vrac. Surtout en centre-ville, il y en a de plus en plus qui se créent, alors pas forcément en drive, mais oui, il y avait déjà sur un marché qui est de niche, il y avait déjà pas mal d'acteurs qui étaient là, quoi. Et vous êtes allé jusqu'à les contacter et échanger avec eux? Et en fait, on n'est pas allé jusqu'à échanger avec eux directement, on était un petit peu clients tous les deux et, de cette fabrique à vrac. Et puis on a fait notre étude de marché, on a vraiment commencé là-dessus avec un business plan, une étude de marché. Et puis on est vite arrivé à l'étape de quels sont les concurrents, où sont-ils présents. Et là en fait on s'est dit mais en fait non, déjà c'est pas possible, en fait l'offre elle est déjà beaucoup trop présente sur Nantes, et au même moment on voyait que le concept de drive en vrac se dupliquait déjà sur plusieurs endroits à Nantes. Du coup on s'est dit ok, non, on arrête. Donc on a fait une croix sur ce projet et on s'est dit avec lui qu'est-ce qui pourrait vraiment nous plaire, qu'est-ce qui nous plaît dans notre quotidien et qu'on souhaiterait vraiment mettre en avant et qui correspond à nos modes de vie. Et on s'est dit ok, on peut pas l'alimentaire mais on peut montrer tout le reste. Du coup, la mode, les vêtements, ça nous tenait vraiment à cœur parce que c'est quelque chose qui nous intéressait vraiment et sur lequel il y avait vraiment un combat vraiment assez important à mener et proposer une offre assez différente de ce qui existait à Nantes pour le coup, même s'il y avait vraiment déjà quelques boutiques de mode éthique. Mais voilà, l'idée c'est de proposer vraiment un concept store très généraliste dans lequel on pouvait montrer tout un tas de produits différents et montrer un petit échantillon de tout ce qui existait en termes de produits éthiques fabriqués en France, en matière recyclée, en bio. Sachant qu'il n'y a pas que des vêtements, vous avez de la cosmétique. Exactement. C'est vraiment toute la nature du concept, c'est de proposer des cosmétiques, des vêtements, des chaussures, des accessoires, de la décoration, des bijoux, et sans être spécialiste dans n'importe quel domaine, mais vraiment de montrer un tout petit peu de l'offre existante aujourd'hui en France, et de la proposer sur Nantes tout simplement. Ok, avec 100% des marques qui sont françaises, ou quasi? Quasi, je pense qu'on ne travaille pas que avec des marques françaises, mais je dirais au moins 95% des marques sont françaises.
Maintenant, on a atteint à peu près les 90% de produits fabriqués en France. Okay. Depuis l'été à peu près. Et on a une dizaine de fournisseurs qui sont soit sur Nantes, soit sur le département, donc une dizaine sur à peu près 30. Donc c'est quand même assez intéressant pour nous. On trouve ça vraiment déjà pas mal dans un premier temps, même si on vise vraiment à travailler le plus localement possible, mais c'est un peu compliqué encore pour les vêtements. Et combien de fournisseurs au total? Une trentaine à peu près. Une trentaine, ouais. Que vous avez directement, dès que vous êtes parti, donc on rappelle la boutique, vous l'avez créée en 2020. On l'a créée en novembre 2020, voilà. Ouais, exactement. Et dès que vous êtes parti avec une trentaine de fournisseurs ou ça s'est fait petit? Non, en fait on est parti vraiment tout petit. De mémoire, je dirais qu'on devait avoir 15 fournisseurs à la base. En fait, je me souviens, c'était assez marrant, la boutique était vraiment très peu remplie en fait à l'ouverture. Quand maintenant on prend un peu de recul, on se dit bah on avait vraiment pas beaucoup de fournisseurs et tout. Et c'est vrai qu'on a profité de l'engouement de Noël et tout, même nous pour remplir un petit peu notre trésorerie et proposer une offre un petit peu plus importante. Et c'est là qu'on a commencé à être démarché par des fournisseurs, où nous on s'est dit voilà, on aimerait bien se développer aussi sur les vêtements, on n'avait vraiment pas grand chose. Donc voilà, on a vraiment augmenté notre nombre de fournisseurs progressivement tout au long de l'année. Et puis là, je pense qu'on va peut-être se recentrer sur une base de fournisseurs un petit peu moins nombreux, mais avec un petit peu plus de choix sur. J'ai l'impression que beaucoup de boutiques font ça, c'est-à-dire que on se cherche au début, tu commences avec un certain nombre de fournisseurs. Tu commences à être démarché pas mal par les marques, etc. Donc tu commences, tu te dis ouais, ça va être cool, etc. Et en fait, le stock c'est difficile à gérer, la logistique, etc. Et tu finis par recentrer sur ce qui marche le mieux. Quoi. C'est tout à fait ça, parce qu'en fait, c'est vrai que déjà il y a des problématiques de stock qui vont vite, qui nous arrivent vite un peu en pleine figure et tout. Et on se dit, et puis c'est pas évident de gérer autant de relations avec autant de personnes, penser à répondre à tous les mails, se dire que il va falloir recommander tel ou tel produit. Donc voilà, proposer un minimum de produits avec chaque fournisseur, parce que quand même chaque fournisseur quand même nous demande de proposer au moins une partie de la gamme. On ne peut pas juste acheter un produit ou deux. Et puis en fait, je pense que les clients s'y perdent un peu des fois aussi quand on retrouve trop de marques vraiment dans un endroit qui est un peu restreint quand même comme notre boutique. Et en fait, le fait de proposer vraiment beaucoup de marques, je pense que ça serait bien aussi de e-commerce. Sur lequel on peut naviguer tranquillement. Mais voilà, nous, c'est vrai qu'on va restreindre un petit peu l'offre, je pense, de fournisseurs dans les mois à venir. Vous avez beaucoup de contacts de marques, c'est régulier, des marques qui vous contactent, qui vous prospectent par appel ou mail? Ouais, j'avoue pour le coup, on est assez démarché par mail ou par Instagram. Par tout type de marque, même si la plupart elles correspondent quand même assez aux critères qu'on s'est fixé pour la boutique. Donc ça, c'est assez cool, au moins on n'est pas trop démarché pour rien. Oui. Mais après, aujourd'hui, on a trop de sollicitations. Des fois, on oublie de répondre. C'est pas toujours cool, mais on est très sollicité sur des cosmétiques notamment. Je pense qu'il y a un peu une hype sur des cosmétiques bio, zéro déchet. Donc voilà. Et même pour ces marques, je pense que c'est compliqué de se développer, de trouver des points de vente, sachant que le marché est saturé. Ouais, clairement. Tu vois, Ngo, nous, ça s'est créé en 2017. Alors on n'était pas du tout pionniers, hein. Déjà Lay, ils sont créés en 2004 et 2005, mais on est arrivé quand même un tout petit peu avant la vague de création des marques. Ça a commencé vraiment fort en 2019 et là, ces 2 dernières années, ça n'a pas arrêté. Il y a des marques, j'ai l'impression, des marques qui se lancent dans tous les domaines toutes les semaines et on le ressent maintenant, mais c'était plus simple d'être visible, de démarcher les magasins en 2017-2018 que maintenant où effectivement j'ai le retour de tous nos revendeurs qui disent c'est tout le temps, c'est tous les jours. Nous, par exemple, rien que sur la basket, c'est sans arrêt qu'il y a des nouvelles marques qui se créent et du coup, oui, c'est normal de ne pas pouvoir répondre à tout le monde et de ne pas pouvoir prendre tout le monde dans sa boutique. Et c'est vrai que je pense que l'offre de produits durables, elle est vraiment en train de grandir et de s'augmenter très très rapidement, mais en fait, je pense que le marché aujourd'hui, déjà, il n'est pas assez forcément. Je sais pas s'il est assez mature, tu vois, en termes de clientèle, et je pense pas que les besoins soient aussi énormes que ce qu'on peut penser comme ça. Parce que je pense qu'on est très influencé par Instagram ou par ce qu'on peut voir à la télé, par les médias qui nous disent voilà, il y a vraiment une hype sur le textile éthique, on en voit partout, on va en centre-ville, tout le monde fait sa petite pub sur du textile bio, des cosmétiques bio, mais en fait je pense qu'on n'est pas encore entré vraiment dans une sorte de priorité pour les gens dans leur façon de consommer. Il y a clairement une croissance de la demande là-dessus, mais on est encore sur une minorité et le mass market reste de loin une majorité. Les grands acteurs qu'on retrouve, les grandes boutiques, que ce soit H&M, Zara ou les chaussures, les chaussées, Besson et compagnie, ça continue de grainer la grande majorité du commerce.
Toi justement, en parlant de commerce, comment est-ce que donc, commerce nantais, Place des Gralins pour ceux qui connaissent, comment est-ce que tu ressens le commerce à Nantes versus tous les centres commerciaux? Il y a un peu la guéguerre entre les deux, souvent la métropole de Nantes essaye de ramener plus de monde en centre-ville. Moi, ce que je trouve déjà, c'est que le commerce nantais est quand même très dynamique. Moi, de ce que j'ai pu en voir sur le quartier Gralin, c'est que l'offre post-confinement a vraiment hyper évolué en termes de commerce. Je pense qu'il y a eu une rotation, il y a eu beaucoup de projets qui se sont créés qui sont plutôt très intéressants, vraiment hyper dans l'air du temps. Je pense qu'il y a une solidarité un petit peu entre les nouveaux commerçants, on essaie d'aller se voir les uns les autres, de discuter, de prendre des nouvelles, d'essayer de travailler même les uns avec les autres dans la mesure du possible. Donc ça, c'est très chouette. Et après, est-ce que la métropole facilite vraiment l'accès au centre-ville? J'en suis pas trop sûr à titre perso. Tous les accès piétons de plus en plus, etc. Ouais, si, ça c'est certain, mais sinon, c'est vrai que la gratuité des transports, il faut le dire, le week-end c'est vraiment super, ça je peux pas dire le contraire, mais je trouve que ça manque de, tu vois, un peu de promotion des commerces quoi, au niveau de la métropole. Aujourd'hui, on voit dans les centres-villes, dans les rues un petit peu à l'écart comme les nôtres, il n'y a pas trop d'indications pour dire par là vous pouvez trouver une boutique assez chouette ou il y a une structure de commerce sur la signalisation, ce genre de choses. Je pense que ça manque un petit peu d'accompagnement. Tu vois, dès qu'on veut mettre un stop trottoir, quelque chose comme ça coûte de l'argent directement. Je pense que ça manque un petit peu d'accompagnement, surtout qu'on sort d'une période un peu très compliquée pour les commerces physiques. Et que voilà, je pense que là il faudrait leur laisser un petit peu les mains libres pour faire 2-3 actions de com, quoi. Ce serait assez chouette. Est-ce que tu fais partie de l'assaut des commerçants nantais justement pour essayer de pousser les choses auprès de Nantes? Non, c'est vrai qu'on n'a pas adhéré au niveau de plein centre pour l'instant, on n'a pas fait cette démarche. Mais c'est vrai que c'est une asso qui est très chouette, on a participé avec eux, avec la braderie de Nantes et tout, mais voilà, pour l'instant ça reste en réflexion. De notre côté, il y a un coût d'adhésion qui est assez élevé aussi et tout, donc voilà, on préfère. Chaque chose en son temps. Voir chaque chose. On va revenir sur le lancement de la boutique, puisqu'avant de lancer la boutique en novembre 2020, vous avez fait une campagne sur Ulule. Donc nous, on a fait 3 campagnes en tout, pour lancer nos sacs à dos, nos assiettes, etc. On le voit aussi de plus en plus pour les boutiques. Pourquoi ce choix d'un lancement sur Ulule et comment ça s'est passé? En fait, le choix du lancement d'Ulule, c'est qu'avec Luc, on était hyper friand à titre perso avant de voir un petit peu ce qui se faisait en cagnotte, en financement participatif. En fait, c'est un truc qu'on a toujours trouvé très chouette, le fait d'intégrer les personnes qui adhèrent à la démarche, leur donner la possibilité de financer un peu le projet et en quelque sorte d'en faire un petit peu partie, d'avoir mis leur pierre à l'édifice. Et du coup, on s'est dit, voilà, on fait un Ulule, on l'a initié, je crois, en septembre-octobre de l'année dernière, du coup en 2020. En fait, on avait vraiment, c'était pas vraiment pour l'aspect financier qu'on l'a fait, mais on voulait vraiment communiquer un petit peu sur la boutique, s'en servir comme levier de communication. Et je crois qu'on avait voulu récolter 1500 et on a réussi à en avoir le double, je crois qu'on a réussi à avoir 3000. Et on était contents parce qu'au final c'était comme un apport non négligeable pour démarrer la boutique, ça couvre quelques dépenses. Et en fait on s'en est servi de relais de communication et on l'avait communiqué un petit peu aux gens avec qui on avait commencé à travailler. On leur a dit voilà, n'hésitez pas à partager un petit peu le financement. Et voilà, seule erreur, c'est en fait, je pense qu'en termes de com, on aurait dû commencer à communiquer bien avant l'ouverture de la boutique. Parce qu'en fait, on a lancé une page Facebook, on communiquait que sur Facebook, et sur Instagram, ça a commencé aux environs de Noël, quoi. Mais en fait, Instagram, c'est un formidable outil pour propulser. Avant même la campagne. Exactement, pour créer une histoire, commencer à présenter la boutique, tout ça. Je pense qu'on a vraiment pêché. Et en fait, on n'avait pas les compétences en termes de com. Et on a vraiment fait ça à deux. On était aidés par la copine de Luc sur plein de choses et tout. C'était assez marrant. Mais voilà, si c'était à refaire, on recommuniquerait bien plus tôt sur la boutique, sur le projet, sur nous, sur notre histoire. Et voilà. Mais c'est très bien passé en tout cas. Et aujourd'hui, vous êtes toujours tous les deux? Vous avez des personnes avec vous, je crois? On est effectivement, déjà on est toujours tous les deux, on sait pas. Oui, déjà. On n'a aucun de nous deux accès au projet et en plus on a recruté une apprentie en marketing qui s'appelle Jade, qui est vraiment très chouette. Et voilà, on est vraiment contents parce que ça nous apporte un renfort hyper important sur les réseaux sociaux avec lui. C'est vrai qu'on tous les deux on n'a pas trop cette culture Instagram qui aujourd'hui touche vraiment notre génération. Et voilà, puis ça nous apporte un avis féminin aussi, on en avait assez besoin quand même. On a fait exactement la même chose chez Ngo. Ronan et moi, on n'est pas du milieu de la com, c'est pas trop notre truc non plus. On savait que c'était un besoin urgent, donc notre première embauche a été une responsable com.
Et c'était aussi une femme parce qu'on avait besoin de plus de diversité dans l'entreprise. Ouais, déjà, il y a cet aspect de diversité, mais et puis on voit que sur Instagram, il se passe tellement de choses aujourd'hui que c'est un peu le nerf de la guerre quoi, de toutes les marques, c'est d'être très présent sur Instagram, de se créer une communauté, donc voilà, de faire adhérer un petit peu les gens à la démarche, de les faire participer. Donc voilà, et ça, c'était pas trop notre tasse de café quoi. Donc, ouais. Et puis déjà beaucoup à faire avec la recherche du lieu, toute la logistique côté administratif, etc. La sélection des marques et les achats. Exactement. Et d'ailleurs, comment vous faites votre sélection de marques? Alors maintenant, tu disais, il y a beaucoup de prospection, mais au départ, comment vous faites pour vous dire, ok, on prend une quinzaine de références, comment on les choisit? Et en fait, au tout début, avec List, on a fait une très grande liste. On avait peut-être sélectionné une centaine de marques avec qui on s'est dit, ok, elles rentrent dans les cases, entre guillemets. Et après, on a contacté plein de gens, on a commencé à faire des recherches, et puis tout le monde s'est mis à nous répondre, soit bon, je bosse avec des boutiques, j'ai déjà des revendeurs sur Nantes, on avait déjà étudié un peu tout ça, mais on les avait quand même contactés pour certaines. Et puis après, toutes celles qui nous répondaient, ok, on est à fond pour bosser avec vous, tout ça. Donc déjà, ça a un petit peu réduit la liste des potentiels fournisseurs. Puis après, dans ceux qu'on avait contactés, finalement, on s'est rendu compte que voilà, ça représentait pour certains un investissement trop important de démarrer avec eux. Puis après, on avait fait une liste tellement large qu'en fait, on a vraiment voulu la réduire pour vraiment proposer une première offre déjà qui rentrait dans notre budget et qui allait, on va dire, bien matcher avec la période de Noël et bien matcher avec la clientèle qu'on avait ciblée. Donc on est parti sur vraiment très peu de vêtements, beaucoup d'accessoires, de cosmétiques. Et puis voilà, c'est ce qui nous a permis de nous développer un petit peu plus par la suite. Ok, et comment donc lancement avec une soirée de lancement de la boutique, derrière tu disais création des réseaux sociaux, comment vous avez communiqué? Je crois que les médias, je vous ai vu dans pas mal de médias, ils vous ont relayé quand même? Ouais, en fait on avait cette chance, je pense que les médias ont été très friands de ce genre d'histoire pendant les 2 premiers confinements. Et en fait on n'a vraiment pas fait grand chose, mais en lançant quelques posts Facebook, Instagram, on a très vite été contacté par Ouest France, on a eu le droit à 2 ou 3 articles, on a fait France 3 Pays d'abord, c'était cool, un JT et tout, c'était assez marrant. Et TV Nantes en direct le matin sur le plateau, donc c'est chouette au final, et donc ça nous a fait bénéficier d'une petite couverture médiatique en local, donc on était assez contents. Puis après toute la presse un petit peu gratuite, mais qui est très consultée, Le Bonbon, tout ça. Toutes ces plateformes, si je vais les citer. Toutes ces plateformes qui au final font générer pas mal de trafic en boutique. Quoi. Ouais. Avec un lancement un peu en période particulière, parce que vous lancez donc en novembre 2020. Je sais plus comment on était à ce moment-là, mais je me semble qu'il y avait le couvre-feu, fermeture des boutiques, etc. Donc vous, ça vous chamboule un peu votre lancement et peut-être le trafic aussi. Ouais, en fait l'histoire c'est que on devait ouvrir je crois le 2 novembre ou quelque chose comme ça, et on a eu un nouveau reconfinement, mais très rapide, je crois, de 4 ou 5 semaines en novembre. Et puis je crois qu'il y a eu, il y a eu une annonce gouvernementale 2 jours avant la fin du confinement qui autorisait tous les commerces à réouvrir le premier samedi qui vient. Et du coup on a sauté sur cette occasion le samedi 28 novembre pour ouvrir. Et voilà, et au final c'est vrai que les gens ont répondu hyper présents sur les premières semaines d'ouverture, mais il y avait une telle demande de vouloir sortir, faire des magasins, faire ses achats de Noël, parce qu'on était quand même... On a eu la chance d'être dans une période qui était tellement... une bonne période de lancement. Bonne période de lancement pour un magasin. Et du coup, ça s'est fait comme ça. En fait, on a bien profité de la couverture médiatique, et puis on a bien profité du fait que les gens non seulement adhéraient au concept, et puis il y avait besoin de faire des achats par rapport à la période. Quoi. Donc voilà, en fait, on s'est bien lancé, on était contents du lancement. Ouais, malgré le contexte du Covid, et derrière peut-être comme le début 2022, parce que souvent il y a la période de Noël où c'est le gros boost, c'est gros pour tout le monde, et janvier où ça retombe, ça fait un peu bizarre. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'on a connu vraiment une période hyper intense sur fin novembre, décembre et tout avec Noël. Et puis après, on arrive au mois de janvier, février, qui ont été des périodes assez calmes, mais au final avec du recul pas tant que ça, si on compare à aujourd'hui par exemple. Mais des périodes un petit peu plus calmes, c'est vrai que le choc est assez brutal, hein, surtout quand on n'a pas de recul. Mais on nous l'avait, même si on nous l'avait dit à la base, on nous avait dit vous allez voir, vous ouvrez en décembre, mais ça va être complètement différent en janvier. Alors que avec lui, on était dans l'ouverture on fait plein de commandes, on augmente les stocks, tout ça. C'était pas forcément des très bonnes idées, mais on était dans l'euphorie. Puis
voilà, je crois que j'ai perdu le fil de ce qu'on était en train de dire. Et derrière, c'est une période un peu stressante. Un peu stressante parce que juste à ce moment-là, on rentrait dans le retour du couvre-feu à 18h de base, donc ce qui était très tôt et qui pour le coup nous a bien pénalisé, on va dire, et puis surtout qui avait bien entamé le moral des gens, quoi, et puis qui avait un impact sur leur temps au quotidien qui était ultra important, quoi. 18h, c'est je sors du travail, j'ai à peine le temps de faire une course et puis je rentre, quoi. Donc pas trop le temps pour le commerce. Après c'est vrai qu'on en profitait bien le samedi, donc voilà, c'était un peu particulier, mais on n'a vraiment pas trop souffert du Covid en vrai. On a cette satisfaction là, c'est que les gens ont continué à venir de janvier à avril, je crois, le troisième confinement. Troisième confinement un peu plus brutal dans la mesure où celui-ci nous a obligés à fermer. Donc on a vécu une première fermeture qui était un petit peu... un peu dur quelques mois après un lancement. Un peu dur, et puis on s'est senti un peu lésé dans la mesure où plein de commerces finalement pouvaient ouvrir pendant ce troisième confinement, pas nous. Voilà, donc on a profité de cette période pour vraiment travailler sur le e-shop, et on a eu de la chance, voilà, les gens ont répondu un petit peu présents par rapport à ça. Et je pense qu'on avait réussi à faire à peu près 30% du chiffre d'affaires d'un mois classique sur les deux, enfin je crois que c'est 2 mois de c'était très long en tout cas, mais on a réussi à compenser sur chaque mois 30% de chiffre à peu près. Et vous avez du coup créé et lancé votre e-shop à cette période-là? Non, en fait on l'avait lancé en janvier, mais on s'en était pas trop occupé, on avait des commandes par-ci par-là. Mais là on a vraiment consolidé sur cette période, on a vraiment communiqué à fond sur le e-shop dès le début du confinement. Et voilà, ça a plutôt pas trop mal marché. Après on a profité aussi des aides de l'État un petit peu après, donc ça nous a aussi... Et vous avez du coup lancé le click and collect? On avait lancé justement à ce moment-là une offre qui n'existait pas encore pour nous, c'était le click and collect. Et puis voilà, donc on avait beaucoup de Nantais qui franchement qui nous ont aidés, qui ont participé au truc, à la démarche, qui sont venus récupérer les colis sur place. Donc ça c'était très chouette. On a fait aussi des envois un petit peu dans toute la France, donc on était assez contents en fait. Il y avait encore cette dynamique de vouloir un peu aider les commerçants. Et avec des clients qui vous ont connus dès la campagne Ulule, vous avez eu ce retour-là? En fait, je sais pas si c'est le Ulule qui nous a vraiment permis de nous faire connaître. Parce qu'en fait, en vrai, le Ulule est surtout financé par la famille, les amis, les proches. Le premier cercle, souvent. Quand on est, pour être le plus transparent, c'est vrai que souvent, si là on devait regarder qui nous a financé, c'est la famille, les amis, les proches. C'est toujours comme ça. Et peut-être 15-20% d'inconnus, entre guillemets. Et je sais pas, en fait, on sait pas trop si ces personnes-là sont devenues des clients. On n'a pas trop eu de retour, tu vois, par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop lancé une démarche de com non plus. On n'a pas trop questionné sur est-ce que le Ulule nous a aidé. Ça c'est le travail du coup de votre à nous faire connaître, c'est peut-être une petite mission tourner vers vos premiers clients. On pourrait ressortir des cartons, mais voilà. Mais effectivement, ça serait une question intéressante de savoir si le Ulule nous a permis ou pas de... ça demande du temps, tout ça, nous on faisait pas au début par manque de temps. Maintenant qu'on a des salariés, on peut le faire, de questionner sa communauté, questionner ses clients, pour essayer d'avoir un maximum de retours, comprendre finalement qui est le client, pourquoi ils viennent plus, s'ils sont satisfaits ou non. C'est des choses qu'on essaie de faire de plus en plus sur la base de questionnaires, et qui prend bien quand on sollicite la communauté, généralement c'est des bons retours. On va faire une petite pause jeu, comme on a l'habitude de faire. Donc le principe du jeu, on connaît tous les magasins de coiffure qui ont des noms un peu chelous, un peu marrants, avec des jeux de mots un peu bizarres. Là en fait je vais t'envoyer des devinettes. Donc à chaque fois il y a un vrai nom de magasin. Ça peut être un coiffeur, ça peut être une boulangerie, etc. Donc je vais te dire ce qu'il faut que tu recherches, et il y a évidemment un jeu de mots dans le style des coiffeurs, et tu vas essayer de les trouver. Donc le premier, on recherche le nom d'une laverie. Et le jeu de mots c'est: je suis une série ancienne mais encore d'actualité, diffusée sur France 3. France 3, ok. Une laverie? Ouais. C'est une vieille série? Ouais, une vieille série un peu feu de l'amour sur France 3. Plus belle laverie. Bien joué, exactement, c'est ça. Plus belle la vie, une laverie, c'est plus belle laverie. Voilà, donc, les mecs se sont creusés la tête.
Le deuxième, on recherche une boulangerie et là c'est un jeu de mots avec un acteur américain très connu qui a joué dans Fight Club ou encore dans Once Upon a Time plus récemment. Et donc c'est avec un... Attention, l'indice c'est en anglais, le nom est en anglais. Boulangerie, il faut trouver quelqu'un... Brad Pitt. Joli, c'est ça, Brad Pitt, pour évidemment Brad Pitt. De là aussi, bien. Les mecs se sont bien creusés. C'est marrant. Ouais, genre, j'ai pas l'info si c'est en France ou pas, du coup, vu que c'est en anglais, mais je pense que c'est en France. Le troisième, là, on recherche une boutique qui vend des jeans. Ok. Des jeans. L'indice, c'est je suis une célèbre saga de films qui raconte l'histoire d'un aventurier avec un chapeau et un lasso. Indiana Jeans. Bien joué, Indiana Jeans. Je pensais que ça allait être compliqué, mais en fait, avec les indices, ça passe plutôt bien. Non, c'est pas mal, hein, c'est pas... Indiana Jeans, voilà, une boutique de jeans. Alors, je sais pas où est-ce qu'elle est située, mais qui s'appelle Indiana Jeans. Ok, marrant. On enchaîne avec un restaurant thaïlandais. Et là, c'est un jeu de mots avec un film. Je suis une croisière qui s'est échouée contre un iceberg. Un film n'est pas qu'un film d'ailleurs. Okay. Et c'est un restaurant thaïlandais. Le Titanic? Non. Ouais, c'est le Titanic, mais okay. C'est un peu plus. Et c'est écrit différemment? Ouais, c'est le Titanic. Ah, ouais. Ok. Titanic, ouais. Ok. Il est un peu moins marrant que le Brad Pitt. Ouais, faut creuser un peu plus celui-là. Et le dernier, c'est une. On n'a pas mis de coiffeur express, on a beaucoup trop, ils sont beaucoup trop connus. Là, c'est une boutique de fleurs. Et là aussi, c'est avec un jeu de mots, avec un film. Décidément, ils sont beaucoup inspirés par les films américains. Je suis un film qui a rendu célèbre une expression sur une boîte de chocolat. Ok. Et c'est une boutique de fleurs. Il est un peu tiré par les cheveux, c'est sûr. Ah ouais, Flower Gump? Non. Ouais, c'est Floris Gump. Floris Gump. Ouais. Okay. Il est un peu moins bien que les premiers, d'accord. Voilà, c'était le petit moment. Donc, heureusement, vous n'avez pas fait de jeu de mots un peu plus. On aurait pu s'inspirer, mais il y a quand même une histoire en fait avec le. Bah justement, c'est l'occasion que tu nous racontes le pourquoi de l'Etika. Voilà. Cette perche-là, c'est qu'en fait, Etika, c'est la traduction du mot éthique en russe et en polonais. Ça s'écrit pas pareil, mais ça se prononce phonétiquement de la même façon. Et Luc, son grand-père est polonais, moi mes arrière-grands-parents sont russes. Et du coup, voilà, on avait envie de rendre un petit hommage, faire un petit clin d'œil à nos origines, et du coup, ça matchait hyper bien, et ça matchait très bien avec le concept et avec nos origines. Du coup, on s'est dit, go pour Etika, ça sonnait bien, c'était court. C'est joli. C'est joli. Donc, on s'est dit, go Etika. Et oui, vous avez tous les deux des noms avec consonance. Ouais, au Scrabble, on gagne beaucoup de points. Ouais. Il y a du Z, il y a du W, il y a pas mal de choses. Si on jouait le nom de famille, exactement. Et c'est vrai c'est marrant qu'on se soit rencontrés comme ça, en fait. Et, tous les deux avec des origines un peu, enfin des origines de l'Est et avec des noms de famille un peu à rallonge. Vous vous êtes rencontrés où d'ailleurs? Bah au travail. En fait on était collègues, on est devenus amis, bon, on est restés amis, mais on travaillait ensemble quoi, voilà. Et comment tu passes, nous on l'a connu aussi avec Ronan, comment vous avez vécu le passage de on est que potes à on est potes et associés? Bah en fait dans ma tête j'ai pas vu trop de différence, c'est ce qui est assez marrant parce qu'en fait, Luc, même pour la petite anecdote, était mon responsable. Enfin, c'est ce qui était assez marrant. Luc était mon responsable. Et, mais on était hyper potes, quoi. Déjà, on se voyait un petit peu en dehors du boulot, et puis on rigolait quand même pas mal. Et en fait, la transition s'est faite, c'est hyper bien fait dans la mesure où c'est vrai qu'on n'avait plus de lien hiérarchique entre nous déjà, même si dans les faits, moi je le constatais pas vraiment trop à la base, mais voilà, on est devenus vraiment. On est devenus sur le même niveau entre guillemets et on est resté comme ça à travailler au quotidien un petit peu dans la rigolade, la plaisanterie et tout, l'humour, donc voilà, on n'a pas trop évolué notre façon de bosser, même si c'était assez marrant de se dire qu'on était associés dans une entreprise passer de salarié à associé et que tout ça était devenu très sérieux et qu'on avait quitté tout ce qui était les projets, les business plans, les études un petit peu qui manque un peu de concret, quoi, et se dire on y est, on est nos propres chefs, on est là tous les deux, on est associés. C'est assez marrant. Et ça fonctionne, et puis vous passez pas mal de temps ensemble en boutique. Ouais, il faut supporter parce que c'est des semaines, je sais pas, de 60 heures minimum à mon avis, mais franchement, pour ne pas supporter Luc, oui, il est assez posé, il est assez calme. Il est très calme, très posé, il s'énerve pas, il est marrant et tout.
Donc vraiment, pour ne pas s'entendre avec lui, il faudrait vraiment vouloir le faire. Autant avec moi, il y aurait plus de facilité à ne pas s'entendre, mais avec lui... Bon bah tant mieux. C'est idéal. On va poursuivre sur le B2B, donc ce qu'on appelle le B2B, donc les magasins dans sa globalité. Le commerce a beaucoup évolué ces dernières années, notamment avec l'arrivée du e-commerce, et le Covid a quand même accéléré tout ce qui était e-shop et click and collect. Comment est-ce que toi tu vois l'avenir du commerce physique en France ? En fait, c'est une bonne question parce que moi-même, en ce moment, personnellement, j'ai vraiment une réflexion sur le sujet et je me dis que je n'ai pas une vision hyper claire des choses dans la mesure où moi, j'ai cru que depuis le premier confinement, il y avait vraiment une attente des gens au niveau du commerce local, au niveau de le fait de redevenir consommateur d'un commerce physique. Et j'ai l'impression que cette tendance est vraiment en train de disparaître un petit peu avec cette reprise, cette rentrée en septembre et que les gens ont un petit peu repris leur consommation d'avant et que voilà, ils se sont sentis très frustrés pendant quasiment 2 ans et que voilà, même eux ils veulent plus trop s'imposer de contraintes dans leur façon de consommer ou de vivre, ce que je peux entièrement comprendre, mais du coup ça rebat un petit peu les cartes et j'ai l'impression que la place que le commerce physique s'était créé depuis le premier confinement ou même un petit peu avant, sa taille est en train de se réduire un petit peu, quoi. J'ai l'impression que les grands acteurs du marché reviennent vite, se sont mis à la page en 2 ans en proposant une offre entre guillemets éco-responsable. Ouais. Et que voilà, finalement ils restent quand même très attractifs avec leur prix et que le budget des personnes il s'est pas agrandi pour autant avec la crise et qu'on voit qu'aujourd'hui même dans les débats d'actualité les questions de pouvoir d'achat c'est un sujet majeur et tout. Ouais. Et qu'aujourd'hui voilà, il y a pas mal de gens qui doivent un petit peu faire attention vraiment clairement à leurs dépenses et que le web en plus c'est très pratique parce qu'on n'a pas à sortir de chez soi et que voilà quoi, c'est une habitude qu'on a pris pendant 2 ans de rester un petit peu à la maison le soir, le week-end et que j'ai l'impression que ça s'est beaucoup ancré dans le quotidien des gens de moins fréquenter les boutiques depuis quelques temps. Ouais, c'est possible et puis l'accès facile maintenant où tu es livré en 24 ou 48 heures, alors avec un impact sur l'environnement énorme, hein, on ne s'en rend pas toujours compte, mais nous on a fait notre bilan carbone, on sait qu'aujourd'hui la partie transport représente environ 15-16% de notre bilan carbone, et sur ces 15-16%, tu n'as que 4% qui est vraiment l'import de conteneurs Vietnam-France, okay. Alors que tout le reste, c'est justement des livraisons e-commerce. Alors on livre aussi au magasin, mais à la paire, l'impact est moindre, que envoyer paire par paire à tous les clients via Colissimo. Ça, c'est un impact énorme, et je ne sais pas si on en a toujours conscience, alors que des fois on pourrait aller en vélo au commerce d'à côté, et ça prend peut-être un peu plus de temps et encore que, mais ça ouais. Je pense que surtout pour les gens qui ont la chance d'habiter dans une grande ville ou dans un hypercentre de ville comme Nantes, moi je pense que le commerce physique est quand même quelque chose qui devrait être privilégié dans la mesure où c'est vrai que déjà on a affaire à quelqu'un et quand même, franchement on n'est pas en manque de relations humaines, je pense, après 2 ans de Covid. Donc voilà, donc c'est déjà toujours bien d'avoir un lien avec quelqu'un. Les produits que nous on vend, ils ont tous une histoire, ils ont tous quelque chose à raconter. Et c'est vrai que l'impact de livraison, il est énorme, quoi. Nous, ça nous arrive d'envoyer des colis sur des livraisons qui étaient genre au début sur l'île de Nantes, quand on s'est dit ok, pourquoi pas. Mais donc maintenant on prend un vélo et puis on va livrer directement parce que... Donc c'est des gens qui passent par votre site, qui commandent alors qu'ils sont à 2 km de la boutique. Ouais, en face quoi, 500 mètres, mais peut-être qu'ils n'ont pas le temps de passer, peut-être que la contrainte, ils n'ont pas envie de se déplacer, mais aujourd'hui, je pense qu'en tant que consommateur, on doit se dire aussi ok, quel est l'impact de mon achat et comment je peux y remédier, quoi. Si on achète chez Etika, autant pousser la démarche un maximum. Après il peut y avoir toujours des contraintes qui font que voilà, ça peut arriver, mais voilà, nous on s'est dit si les commandes sont dans l'hypercentre ou juste en périphérie de Nantes, on y va en vélo. Puis, et supprimer la livraison, ne proposer que le click and collect pour éviter ces biais-là. En fait, c'est là où c'est très contradictoire, c'est qu'aujourd'hui, en tant que plateforme, en tant que boutique physique, on a besoin d'un support de e-commerce, on a besoin d'être présent, de présenter notre offre en ligne et de pouvoir laisser la possibilité aux gens de passer une commande. Et c'est vrai que c'est très contradictoire un petit peu avec ce qu'on milite au quotidien, c'est-à-dire moins de distance, moins de livraison, moins d'emballage, moins de pollution, moins d'émissions de CO2. Et pour autant, on en a besoin. Donc c'est aussi un petit peu un challenge en tant qu'entreprise, c'est comment allier un petit peu la volonté de faire
et de faire vraiment quoi. Donc, et sachant que de toute façon on ne peut pas être parfait. Des fois on sent un petit peu schizophrène quand on se dit voilà, on milite on affiche un petit peu en gros nos valeurs de partout et on pousse les gens à passer une commande en ligne. Mais on a besoin quoi, donc c'est très complexe au final. C'est tout le problème quand on est même dans l'éthique, les valeurs, etc. Quand on est dans la vente, quelque part, qu'on a besoin de vendre pour que notre projet vive, c'est l'activité. Exactement. Comment trouver le juste milieu entre ne pas pousser à la surconsommation, à la surproduction, parce que ça va à l'opposé de nos valeurs et on ne l'applique même pas à soi-même. Et en même temps, on a besoin de se faire connaître et de vendre pour que le projet persiste et que ça défende les valeurs et le combat sur lequel on s'est battu. C'est vrai que cette question, je trouve, d'entrepreneuriat éthique, elle est vachement très très complexe. Je pense que on pourrait avoir 40 minutes, voire 1 heure pour en parler, mais c'est vrai que de se dire on défend un projet éthique, mais mine de rien, à Noël, on est bien content que les gens viennent dans le magasin et puis consomment, même si en parallèle de ça, on essaye de ne pas les pousser à consommer. On n'est pas sur on n'est pas là vraiment. Oui, déjà il n'y a pas du moins 80% sur les devantures. Non, on ne fait pas d'opération choc, on n'essaye pas de déstocker, même si voilà, des fois on est comme tout magasin, on est très bien que le stock diminue plus rapidement à cette période, mais on ne pousse pas les gens à l'acte d'achat en permanence, on est plutôt dans le renseignement, dans la discussion, et ça c'est vrai que c'est assez cool, mais il faut vendre malgré tout. Après vous avez la chance de travailler avec des marques qui défendent des valeurs, qui la plupart du temps, en tout cas c'est le cas pour Ngo, il n'y a pas de saisonnalité dans les produits, c'est des modèles permanents, donc il y a moins ce côté chez le voisin il est à -50 parce qu'il déstocke, donc je dois le faire aussi, même si vous avez quand même envie de baisser les stocks pour apporter de la nouveauté et qu'il y ait un flux, ne serait-ce que pour vous. Mais là c'est vrai que tu soulèves un point assez important, c'est que quand nous on a ouvert la boutique, on a travaillé avec quelques marques, notamment EcoAlf avec laquelle on travaille toujours, mais qui travaillaient déjà très peu avec des boutiques en France et surtout avec des tout petits revendeurs, des concept stores, et qui s'est mis à travailler avec quelques grands acteurs du e-commerce un petit peu multimarques, mais multimarques, quand je dis multimarques, c'est vraiment tout type de marques différents. Et ces grands sites de e-commerce, quand eux ils ont trop de stock, c'est -50, -80 sur un pull, un t-shirt. Nous on surveille un petit peu les prix à droite à gauche et on se dit ok, comment on fait Est-ce qu'on suit le mouvement ou pas? Parce qu'en fait on ne peut pas suivre, mais on se dit moi en tant que client, est-ce que je vais sur telle plateforme acheter le sweat en coton bio à 80%, ou est-ce que j'ai vraiment les moyens d'aller chez Tika et le payer à son vrai prix? Et la question des prix est quand même un sujet... Elle est hyper importante et donc nous on travaille aujourd'hui avec à peu près 200 points de vente dans une dizaine de pays. Sur Nantes c'est là où évidemment on a plus de points de vente, on va en avoir 7 je crois. Et on travaille aussi avec des acteurs multimarques, alors, pour en citer quelques-uns, Sarenza, Galeries Lafayette, La Redoute ou Courir. Et c'est des sites où il faut faire attention régulièrement. Donc nous c'est Régis, notre responsable e-commerce, qui check ça de temps en temps, notamment Google Shopping, être sûr qu'ils respectent ce qu'on leur dit, c'est-à-dire ne pas faire de soldes, ne pas faire de promotions et avoir toujours les mêmes prix. Et malgré ça, en fait, ils ont tellement de services que nous on va le dire au service achat. Le service achat ne va pas communiquer avec le service qui respecte les ventes, les promotions, les ventes, etc. Et des fois on va retrouver notre produit à -20, -30%. Donc là, l'éthique pour EcoAlf c'est peut-être la même chose aussi, mais dans ces cas-là c'est aux marques de faire de la veille et de contacter, nous d'ailleurs on contacte ces plateformes, on leur dit bon bah non, là vous respectez pas les règles du jeu, merci d'enlever les promotions. Et généralement ils comprennent carrément, ils vont pas vers une marque éthique pour faire ça, donc généralement c'est juste une mauvaise communication, ils l'enlèvent et basta. Mais il se peut que sur quelques heures ou une journée ou deux, t'aies une promo, le temps que nous on s'en rende compte et qu'on leur dise de l'arrêter. Ouais, mais c'est sûr, mais après je pense que globalement toutes ces marques, tu vois, éthiques ont cette vision, mais c'est vrai qu'il y a des questions très complexes, comme celle de se dire aujourd'hui, si j'avais une petite marque éthique et qu'une grande marque, je sais pas, un grand distributeur, Zalando, les galeries, me propose de distribuer ma marque, qu'est-ce que je fais quoi? Ok, il m'offre une visibilité qui est énorme, surtout sur un plan national ou international, mais en contrepartie, je risque de voir mes produits bradés tous les 3-4 mois, ou voilà, ou si jamais ils ont trop de stock, si ça fonctionne pas, Black Friday, tout ça. Donc, il y a des solutions qui peuvent être mises en place avec eux. Donc on a mis en place des contrats avec eux, on leur a dit pas de solde, pas de promotion. On comprend que si ça se vend pas, vous n'allez pas rester avec du stock. Et après, c'est apporter des solutions. Nous, par exemple, on propose, et aussi aux revendeurs, hein, je te l'avais dit sur l'étiquette vous vendez Ngo,
de l'échange. C'est-à-dire une couleur, un modèle ne marche pas, on le reprend, on vous donne un modèle et un coloris qui marche, et au moins comme ça le stock n'est pas dormant et on n'a pas des produits soldés sur internet ou dans les boutiques. Non, mais c'est vrai que cette question est hyper intéressante, c'est même en termes de, tu vois, la place du client qui se dit, nous ça nous arrive de revendre des marques et justement de voir qu'elles se sont développées, notamment chez les Galeries Lafayette qui est en ce moment très friand de ce genre de marque. Ouais. Et nous on défend un petit peu le concept de dire c'est une petite marque, elle est distribuée à l'échelle dans des petits magasins, et de la retrouver confrontée à des marques genre Levi's et tout dans une même boutique. La réaction des clients souvent c'est qu'est-ce qu'ils font là? Bah ouais, qu'est-ce que la marque fait là, ou du moins est-ce que Etika ils ont vraiment vendu que c'était une petite marque, que c'était des collections qui étaient numérotées, qui étaient limitées, enfin. Ouais, je trouve que ça. Après, ça il peut y prend avoir cette ambivalence de se dire qu'on m'avait dit que c'était. Enfin, j'avais envie d'acheter chez Etika et finalement je retrouve cette marque au Galeries par exemple. Je trouve ça, c'est vrai que c'est un peu. Même en tant que consommateur, je me dis. Ou alors faire le distinguo entre petite marque et jeune marque, ça tu peux être une petite marque mais parce que souvent on défend un petit peu quand on parle un petit peu de distribution éthique, ce genre de choses, on pense pas à se dire je vais aller aux galeries ou je vais chez Sarenza, je vais chez Zalando ou Intersport, Decathlon ou ce que tu veux. Et tout d'un coup quand tu retrouves cette marque là, tu te dis ok, la marque, l'enseigne fait une démarche de proposer des nouveaux produits qui sont vraiment éco-responsables. Mais c'est vrai que nous en tant que boutique, des fois on se sent un peu lésé, tu vois, on se dit wow, quelles sont nos armes pour lutter par rapport à ça, tu vois. Et des fois on se dit si la marque part dans une grande chaîne comme ça, on se dit voilà, tant pis, il faut qu'il y ait des rotations, c'est le jeu. Mais c'est sûr que oui, c'est des stratégies de marque derrière où on ne peut pas être partout à la fois et c'est le jeu, nous on y est confronté et c'est le cas de toutes les marques. On va avoir, ça va être le temps là, de conclure. Est-ce que tu as une anecdote, un scoop, une actualité à partager? Je crois qu'on avait parlé de seconde main. Ouais, exactement. Déjà, on a une mini-actualité, c'est que là, à partir depuis une semaine, on est devenu, depuis mardi, on est devenu point relais, tout simplement. On a intégré le réseau mondial relais, afin aussi d'augmenter un petit peu le trafic en boutique, et puis de participer à toute cette mode, entre guillemets, ou toute cette volonté des gens d'acheter beaucoup de seconde main et de pouvoir se faire livrer dans des magasins de distribution de centre-ville, donc voilà, notamment tout ce qu'ils achètent sur Vinted et tout, donc on s'est dit voilà, ok, on y participe, et en même temps on travaille à proposer une offre de seconde main à partir de janvier ou février 2022 en boutique, donc on verra si c'est un projet qui voit le jour, mais en tout cas on est très fiers de pouvoir bientôt pouvoir proposer ce type de service. Ok, bonne actualité. Merci Nicolas d'être venu, de nous parler de tout ça. On espère que ça vous a plu. Pour retrouver Etika pour les Nantais et les non-Nantais aussi, parce qu'il n'y a pas que les Nantais, on te retrouve 7 rue Voltaire, juste à côté de la place Gralin, derrière le muséum d'histoire naturelle. Voilà, une belle enseigne toute verte, Etika, on est là, on bouge pas. Et avec le e-shop www.etikanance.com, voilà. On est présents sur Instagram, Facebook. Ouais, les réseaux classiques et où vous pourrez retrouver du Ngo chez Etika. Exactement. Et j'en profite pour dire que vous pouvez retrouver tous nos distributeurs sur notre site internet ngo-shoes.com. Dans la partie magasin, il y a une très belle carte où vous pouvez avoir tous les distributeurs en France et en Europe pour retrouver les Ngo en boutique, puisqu'on soutient énormément les commerçants et encore plus depuis la période du Covid qui s'est écoulée. Encore merci Nicolas, à bientôt. Et puis merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Allez, ciao. Merci.